Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance consacrée au laser et plus particulièrement au rôle de la cavité résonante. Nous avons vu précédemment que grâce à l'émission stimulée et à l'inversion de population, il est possible de réaliser un amplificateur de lumière. Cependant, il faut avoir à l'esprit qu'un laser est un oscillateur optique et non un amplificateur. En électricité, par exemple, pour transformer un amplificateur en un oscillateur, il faut relier la sortie de l'amplificateur à l'entrée grâce à une boucle de rétroaction. Le système peut alors se mettre à osciller tout seul en démarrant sur les petites fluctuations électriques. On peut penser par exemple à l'effet Larsen qui se produit lorsque l'on rapproche un microphone d'un haut-parleur qui amplifie le son capté par le microphone. Eh bien, le laser est un oscillateur optique dans lequel l'émission spontanée joue le rôle des fluctuations optiques initiales et la cavité optique celui de la boucle de rétroaction. La cavité optique la plus simple est formée de deux miroirs se faisant face qui entourent le milieu amplificateur. On parle de cavité Fabry-Perot que vous avez déjà rencontré dans le cours d'optique ondulatoire. Dans une telle cavité, l'un des miroirs est parfaitement réfléchissant, tandis que l'autre, le miroir de sortie, est partiellement transparent. Ainsi, les photons produits par émission stimulée font plusieurs allers-retours dans la cavité et sont utilisés pour déclencher de nouvelles émissions stimulées, ce qui produit une réaction en chaîne et un intense faisceau lumineux en sortie. C'est le faisceau laser. Avant de voir les conditions d'oscillation laser, décrivons la structure du faisceau produit. Tout d'abord, la cavité doit être conçue de façon à ce que les photons restent confinés dans le milieu amplificateur. On comprend facilement que si les deux miroirs étaient plans, tout rayon incliné par rapport à l'axe optique finirait par sortir de la cavité. C'est pourquoi la cavité est constituée par au moins un miroir sphérique concave. On montre que la condition pour que le faisceau reste au voisinage de l'axe optique est donnée par la relation 1 moins L sur R1 fois 1 moins L sur R2, compris entre 0 et 1, où R1 et R2 sont des rayons de courbure des miroirs et L la longueur de la cavité. Ceci étant fait, on montre également que le faisceau dans la cavité présente un axe de révolution correspondant à l'axe optique et un rayon qui passe par un minimum. Cette valeur minimale est appelée le col du faisceau laser. En anglais, on dit waist, et il est d'usage de noter W0. Si l'on fait une coupe d'un faisceau laser, contrairement à une onde plane, on constate que l'éclairement n'est pas uniforme mais décroît de façon gaussienne à partir du centre. On dit que le faisceau est gaussien. Par ailleurs, ce faisceau laser présente une légère divergence. L'angle de divergence est lié à la taille du col et est donné par la formule θ égale 2 lambda sur pi W0, où θ est exprimé en radians. Par exemple, dans le laser hélium-néon utilisé dans l'enseignement, W0 est de l'ordre de 0,4 mm, ce qui donne une divergence angulaire de 1 milliradian. Notez que la faible valeur de l'angle de divergence permet en première approximation de considérer le faisceau laser quasi parallèle. Passons maintenant aux caractéristiques spectrales du faisceau laser. Pour que la lumière vienne, à chaque aller-retour, renforcer l'onde lumineuse qui circule dans le laser, il faut que ces ondes soient en phase pour interférer de façon constructive. Après un aller-retour, un photon aura parcouru un chemin optique delta et sera en phase avec un autre photon issu de l'émission stimulée si delta est un multiple de lambda. Supposons que les miroirs soient collés aux extrémités du milieu amplificateur. Dans ce cas, si n est l'indice de réfraction du milieu amplificateur et L sa longueur,
on a delta égale 2 fois n fois L, qui vaut k lambda. Il s'agit de la condition de résonance. On en déduit que seules certaines fréquences sont transmises. Elles sont données par nu indice k égale k fois c sur 2nl, où k est un entier. Ces fréquences sont appelées les modes propres du laser. Comme on l'a vu en optique ondulatoire, le coefficient de transmission de la cavité présente des pics plus ou moins étroits, suivant le pouvoir de réflexion des miroirs. En général, les miroirs utilisés ont un fort pouvoir de réflexion, de sorte que l'on peut, en première approximation, considérer que les photons laser possèdent une fréquence correspondant au mode propre du laser. Ces modes sont régulièrement espacés en fréquences de la quantité C sur 2nl, que l'on appelle intervalle spectral libre, et qui ne dépend que de la géométrie de la cavité, ainsi que du milieu amplificateur. Tous les modes ne donneront pas lieu à un effet laser. En effet, pour qu'il y ait un effet laser, il faut qu'il y ait, lors d'un aller-retour, plus de photons amplifiés que de photons perdus. Appelons G le gain en intensité après un aller-retour du fait de l'émission stimulée et de l'inversion de population. Ce gain dépend de la fréquence et présente l'allure de la courbe pointillée rouge ci-contre. Notamment, le gain est maximum pour une fréquence correspondant à la transition laser. Par ailleurs, le phénomène de perte correspond essentiellement au fait que certains photons traversent le miroir de sortie. Si l'on note R, le pouvoir de réflexion du miroir de sortie, l'autre étant considéré parfait, l'intensité renvoyée par le miroir de sortie est atténuée par le facteur R, de sorte que le gain global sur un aller-retour est le produit G fois R. Pour que l'oscillation laser démarre, il faut alors que G fois R soit plus grand que 1. C'est la condition d'oscillation laser. Dans ce cas, l'intensité lumineuse croît jusqu'à se stabiliser du fait de l'existence de phénomènes de saturation. En conséquence, il existe une bande de fréquences qui donnera lieu à un effet laser si un seul mode propre est présent dans cette bande passante, on parlera de laser monomode, sinon de laser multimode. Sur l'exemple ci-contre, le faisceau laser est constitué de deux modes. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à un mode laser. Une des caractéristiques très recherchées est la finesse des raies laser. Par définition, la finesse grand F est le rapport de l'intervalle spectral libre sur la largeur à mi-hauteur de la raie laser. Plus ce rapport est grand, plus la raie est fine. Autrement dit, plus elle se rapproche d'une raie parfaitement monochromatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les modes laser ont une largeur spectrale très faible, ce qui leur donne une très grande cohérence spectrale, propriété très recherchée dans le domaine de l'interférométrie. Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs. On y voit notamment qu'une raie laser peut être 1 million de fois plus fine qu'une raie naturelle. Pour résumer, un laser est un oscillateur optique dont la chaîne d'amplification est assurée grâce à l'émission stimulée et l'inversion de population. Quant à la chaîne de rétroaction qui permet de faire un oscillateur optique, c'est la cavité optique qui remplit ce rôle. L'oscillation laser produit non seulement un faisceau quasi unidirectionnel, mais également un ensemble de modes spectralement très purs. Une dernière propriété qui n'a pas été abordée est le caractère continu ou discontinu de l'émission laser. Il faut savoir qu'il existe des lasers qui émettent continuellement un faisceau laser, mais d'autres conçus de façon à produire des impulsions laser. Dans ce cas, la puissance lumineuse de l'impulsion peut être gigantesque, bien que la puissance moyenne soit modérée. Avant de voir comment ces propriétés remarquables sont utilisées,
Dans la prochaine séance, nous ferons un tour d'horizon des différents lasers. À bientôt.